De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Nous sommes le vendredi 30 août 2019 et c'est reparti pour De quoi je me mêle. C'est la rentrée pour votre rendez-vous dédié à l'actualité du week-end sur rmc.fr et sur 01net TV. Je suis très heureux de vous retrouver, bien sûr, avec une rentrée qui s'annonce encore une fois palpitante. On aura l'occasion d'en reparler. Rentrée palpitante pour Samsung d'ailleurs. Ce sera notre invité tout à l'heure, Guillaume Berlemont, l'un des dirigeants de Samsung France, qui viendra nous présenter le Galaxy Note 10 qui vient de sortir. En plus, il y en a deux. Il y a le 10 et 10 Plus. À quoi ça sert le Galaxy Note 10 et surtout à quoi sert ce petit stylet? C'est l'une des questions qu'on posera tout à l'heure donc à Guillaume Berlemont. Je vous rappelle que bien évidemment, comme toujours, De quoi je me mêle est présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag DQJMM. N'hésitez pas à partager l'actu aussi sur la page Facebook de quoi je me mêle. Merci d'être là pour cette rentrée. Bienvenue à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. On prend les meilleurs pour cette rentrée de quoi je me mêle. À mes côtés, c'est Jean-Sébastien Zanqui qui est là. Salut Jean-Sébastien. Salut François et bonjour à tous. Beaucoup moins bronzé que moi si vous êtes avec moi en vidéo, c'est normal parce que Jean-Sébastien n'est pas parti en vacances au mois d'août. Donc voilà. Je suis rentré en fin juillet. Donc, mais il fallait que tu fasses une veille d'actualité high-tech sur 01net.com puisque rappelons que tu es journaliste à 01net.com. Alors justement, l'actualité de cette semaine, elle est assez palpitante encore une fois puisqu'on va commencer par Huawei qui continue à avoir de sacrés ennuis, et notamment pour les futurs modèles de la marque, les fameux Mate 30, qui sont prévus dans quelques jours. Dans quelques jours, a priori, la date de lancement de la conférence serait le 18 septembre, ça reste à confirmer évidemment, mais les nouvelles sont très mauvaises en provenance des États-Unis, puisque en fait, un cadre de Google a confirmé à Reuters que les prochains Mate 30 n'auraient pas les services Google. Donc en gros, ils n'auraient pas accès au Play Store, et donc on ne pourrait pas installer d'application du tout du Play Store. Donc en gros, ça vraiment flingue le téléphone. Voilà, le téléphone ne sert plus à rien, puisqu'un téléphone sans application, on le sait, c'est un téléphone qui ne va pas se vendre. C'est ça, c'est-à-dire qu'en plus, il n'y aurait pas le magasin de Google. Donc vous ne pourrez rien installer. Vous pourriez prendre des photos, téléphoner, et puis basta. Et puis peut-être éventuellement avoir des mails. Mais les applications par défaut de Huawei, mais pas tout le choix des centaines de milliers d'applications du Play Store. Alors tout cela est la conséquence évidemment des tensions importantes qu'il y a entre la Chine et les US, et notamment entre Donald Trump depuis plusieurs semaines, et le gouvernement plusieurs chinois mois maintenant. Et puis, alors les relations entre Trump et la Chine se réchauffent parfois, se refroidissent, mais il n'y a toujours pas d'accord vraiment qui est trouvé entre les deux pays, et donc ça exclut pour l'instant les sociétés américaines de travailler avec les sociétés chinoises comme Huawei. Alors à l'heure où on enregistre cette émission, Huawei n'a pas encore réagi officiellement. On ne sait pas si la date de sortie de ce téléphone va être conservée, parce que bien sûr, sans les services Google, Huawei n'a pas intérêt à sortir ce téléphone. Évidemment. Il ne sert plus à rien. Évidemment. Alors ça peut être sympathique pour caler une table, mais ça fait un peu cher quand même. Et puis on va voir aussi si est-ce que Huawei va justement mettre en avant son nouveau système d'exploitation qui a été présenté là au mois d'août, qui s'appelle Harmony OS. Mais qui ne réglera pas les problèmes. Mais non, c'est ça le souci, c'est que malgré tout, est-ce que les développeurs d'applications, et d'autant plus américains, vont développer des applications pour Harmony OS exprès pour Huawei? C'est pas quelque chose qui serait a priori envisageable. À mon avis, ils en ont même pas le droit. Voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Alors, ce Mate 30 et le Mate 30 Pro, puisqu'il y en aurait deux, visiblement, eux sortiraient en Chine, puisque en fait la situation en Chine est complètement différente. Rappelons que les services Google sont quasi inexistants en Chine, donc finalement ce téléphone sortira sans doute en Chine avec les services chinois. Exactement. Mais c'est en Occident. Il y a quand même une boutique d'applications de Huawei qui existe et qui en Chine est très populaire, puisqu'il n'y a pas la boutique d'applications Google. Et rappelons aussi que toutes les applications très populaires comme Facebook, Twitter, les réseaux sociaux sont interdites en Chine. Donc c'est les propres réseaux sociaux chinois qui sont très populaires dans le pays, et donc forcément là ça pose pas de problème pour le pays. Donc c'est quand même un marché de 1,3 milliard habitants, donc voilà, c'est malgré tout quelque chose qui sortira certainement en Chine, mais c'est vraiment un coup dur pour Huawei. Alors toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes, ce ne sont pas des informations émanant officiellement de Huawei. Tout à fait. On verra bien dans les jours qui viennent comment tout ça va évoluer. On enchaîne avec bien le grand rival de Huawei, c'est Samsung. Samsung qui vient de sortir son Note 10, on va en parler tout
tout à l'heure avec l'un des porte-parole de Samsung France qui sera avec moi dans De quoi je me mêle. Mais déjà, on évoque le Galaxy S11 qui sortirait en février ou mars prochain. Donc, c'est pas tout de suite. Tout à fait. Mais vous savez que dès qu'un téléphone sort, il y a des rumeurs concernant le nouveau modèle qui commencent un petit peu à affoler la toile. Et il y a déjà des rumeurs concernant le Galaxy S11. Et oui, tout à fait. C'est le compte Twitter Ice Universe. Alors, si vous suivez les rumeurs Samsung, vous savez que c'est un compte qui est en général très fiable. Il a eu beaucoup d'infos. Et donc, il a fait un petit teasing. Il n'y a pas beaucoup vraiment d'informations, mais il dit en gros que l'appareil photo du S11 apportera quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Et il insiste même en disant, fan de Samsung, si vous accordez de l'importance à l'appareil photo, laissez tomber le Note 10. Voilà, tout simplement. C'est quand même assez fort comme propos. Alors évidemment, on se demande qu'est-ce que ça peut être comme avancée technologique. C'est ça. Alors, on a quelques indices forcément. On sait que Samsung a présenté il y a quelques semaines le capteur ISOCELL Bright HMX, qui est un capteur de 108 mégapixels. Donc c'est un capteur photo qui est vraiment exceptionnel, qui va être intégré en priorité dans les téléphones Xiaomi. Samsung a fait un partenariat avec Xiaomi. A acheté ce capteur avant qu'il soit disponible sur les téléphones Samsung. Exactement, c'est un partenariat entre Samsung et Xiaomi. Donc ça ne serait pas forcément inédit, comme le dit Ice Universe, mais ça serait quand même une avancée assez extraordinaire par rapport au capteur actuel. On peut aussi imaginer que le zoom optique soit un zoom supérieur au x5 qui existe sur le Huawei P30 Pro, qui est quand même assez impressionnant. Ou alors, on peut aussi s'attendre à un mode nuit hyper performant, comme on voit sur les Pixel 3 actuellement. Donc, ce serait peut-être un mélange de tout ça qui fait que le capteur photo du S11 serait exceptionnel et franchirait vraiment un palier par rapport au capteur actuel du Galaxy S10 et du Galaxy Note 10. Voilà, le Galaxy S10 et le Galaxy Note 10 qui sont de très bons téléphones, mais qui sont un peu en retrait malgré tout. Un petit peu, même si vraiment les appareils photo sont très bons. Ils sont très bons, bien sûr. Mais en termes de zoom optique, etc., même de traitement de photos de nuit, on peut dire que Huawei, même Google, avec le Pixel 4, même 3 et le 4 qui va bientôt sortir, on peut imaginer qu'il soit devancé. Un mot aussi concernant une rumeur, alors qui peut-être ne se traduira pas par une véritable arrivé sur les téléphones, mais on a parlé d'un e-message entre iPhone. Vous savez que e-message, c'est un peu le service qu'il y a entre de messagerie qu'il y a entre les iPhones et tous les produits iOS. Apple aurait planché en fait sur une version qui fonctionnerait sans réseau. C'est ça, comme une sorte de talkie-walkie en fait. C'est Apple qui avait travaillé avec Intel, qui fournissait, vous savez, les modems jusqu'à présent, suite à la guerre entre Apple et Qualcomm. Intel donc fournissait les modems dans les iPhones, et ils travaillaient justement sur un système qui permettrait à des iPhones de communiquer entre eux, d'iPhone à iPhone directement, sans passer par le réseau cellulaire. Donc c'est quelque chose qui est vraiment utilisé par les talkie-walkie, on le sait, là ça va utiliser les bandes de 900 MHz, et c'est très pratique pour par exemple communiquer dans une zone blanche qui n'est pas couverte par un opérateur. Malheureusement, Apple s'est rabiboché avec Qualcomm, ou heureusement, on ne sait pas, mais en tout cas pour le projet malheureusement. Et donc ce projet serait tombé à l'eau pour les prochains iPhones, puisque les prochains iPhones seront équipés de puces Qualcomm. Sauf qu'on sait qu'entre-temps, Apple a racheté la division modem d'Intel. Voilà. Donc on imagine que le projet pourrait revenir dans des iPhones d'ici 2 ou 3 ans, quand Apple aura mis tous ces rebondissements. Un modem 5G, pourquoi pas, et qui permettrait de se passer tout simplement d'opérateurs. Alors c'est pas quelque chose qui est inventé par Apple, ce système. C'est aussi utilisé par Oppo. En Chine, ils ont lancé un système qui s'appelle MeshTalk, qui permet à 2 téléphones Oppo de communiquer jusqu'à 3 km de distance sans passer par le réseau. Donc on peut envoyer des messages, mais on peut aussi se parler tout simplement et faire du talkie-walkie. C'est du talkie-walkie écrit et vocal en fait. Donc c'est quand même délicat parce que ça met aussi de côté un petit peu les opérateurs qui eux n'ont plus forcément la main, mais ça rend service aux clients qui sont dans des zones blanches par exemple. Pas mal ça. Ouais, c'est vraiment une fonctionnalité très maligne, je trouve. Mais je pense qu'il faut aussi rajouter des puces réseau dans le téléphone pour pouvoir justement envoyer autant de puissance. Il faut certainement plus de puissance également. Voilà, donc, et ça pourrait servir par exemple quand on est en randonnée. Il y a plein d'endroits, notamment où on n'a pas de réseau, et on pourrait malgré tout continuer à communiquer avec les personnes qui sont autour de nous. Exactement. Mais encore une fois, voilà, là encore, on parle d'Apple qui développe son système, Oppo qui développe son système. Ça aurait été tellement génial qu'on ait un système universel. Clairement, ça serait génial. Ouais.
il faut de temps en temps un peu rêver. On enchaîne avec ce joli coup qu'a réalisé la gendarmerie française qui a démantelé un botnet de 850 000 machines zombies. Ouais, c'est un énorme réseau de machines zombies qui était situé en Amérique latine. Donc vous allez me dire, mais où est le rapport avec la gendarmerie française? Et en fait, les serveurs de commande et de contrôle de ces botnets étaient situés et hébergés en Île-de-France en fait. C'est les chercheurs d'Avast, qui est donc l'Avast l'antivirus, qui en fait ont identifié ces serveurs et qui ont prévenu les gendarmes du C3N. Alors le C3N, c'est le centre de lutte contre les criminalités numériques. Et en fait, finalement, les gendarmes ont fait une sorte d'opération de neutralisation qui est vraiment très intéressante et originale. C'est-à-dire que les chercheurs d'Avast avaient identifié une faille dans le protocole de communication entre le ver qui infectait les machines et les serveurs qu'ils commandaient. Donc ils ont profité de cette faille pour injecter dans les serveurs un script qui a en fait désinfecté les machines zombies à distance. Donc en fait, ils ont nettoyé les 850 000 machines zombies à distance. Ah ouais. Voilà, donc c'est vraiment hyper intéressant, c'est complètement inédit. C'est malin, hein? Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que le FBI a fait la même chose depuis les États-Unis, donc c'est une opération coordonnée, et ça a permis de complètement neutraliser en fait les serveurs de commande et contrôle qui étaient en Île-de-France et qui utilisaient ces machines zombies pour miner en fait de la crypto-monnaie. Donc c'est vraiment un joli coup qu'a réussi la gendarmerie française et le FBI dans une opération commune, et c'est vraiment inédit, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent, et ça montre la relation entre justement les chercheurs des antivirus et qui eux n'ont pas les moyens légaux pour faire ce genre d'opération, et la gendarmerie les qui ont forces les de moyens l'ordre légaux mais pas forcément les moyens techniques Voilà. de coercition sur ces serveurs. Jolie coopération. Ouais, tout à fait. Très bien. On enchaîne eh bien maintenant avec d'autres sujets liés à l'actu, et notamment un sujet qui nous impacte directement, le groupe Altis. Vous savez que le groupe Altis, qui détient SFR mais aussi Next Radio TV, et donc par ricochet RMC et 01net et 01net TV, eh bien les chaînes de ce groupe ne sont plus diffusées sur les Freebox. Ouais. C'est une histoire que vous avez sans doute entendu parler, qui fait vraiment l'actualité des médias actuellement. On en dit un mot, bien Oui, évidemment. Oui, tout à fait. Donc en début de semaine, comme prévu, on a envie de dire, Free a coupé la diffusion des 3 chaînes du groupe, donc qui sont BFM TV, RMC Découverte et RMC Story. C'est suite à une décision de justice qui a été rendue le 26 juillet dernier. C'est le tribunal de grande instance de Paris qui avait qui obligeait Free à faire ça à partir du 27 août sous couvert d'une amende de 100 000 euros par chaîne et par jour supplémentaire. Donc Free, faute d'accord avec le groupe Altis, a assez logiquement coupé les chaînes. Oui, parce que ça leur aurait coûté 100 000 euros par jour. Voilà, donc c'est assez logique. Et donc même Xavier Niel a fait une tribune quelques jours après dans les Échos en disant qu'il proposait, pourquoi pas, à ses abonnés une option payante pour pouvoir accéder à ces chaînes-là, libre à Altis de déterminer le prix pour accéder justement à ces chaînes. Donc les négociations continuent entre le groupe Iliad, qui est propriétaire de Free, et le groupe Altis, mais elles continuent aussi entre Orange et Altis, parce que pour diffuser ces 3 chaînes-là sur les box Orange, il faut aussi un accord. Et là aussi, Stéphane Richard commence à dire, le patron d'Orange commence à dire, oui, mais nous aussi, on pourrait couper l'accès à ces chaînes et ne pas avoir à payer pour les diffuser. Alors c'est problématique puisque effectivement, aussi bien que Free qu'Orange payent pour diffuser par exemple les chaînes du groupe TF1 ou même les chaînes du groupe M6, voilà. Bien sûr. Et les services inhérents à ces chaînes-là. On se souvient d'ailleurs du bras de fer qu'il y avait eu il y a un an ou deux entre les opérateurs télécoms et ces grands groupes. On avait eu même, je crois, Canal avait coupé TF1 sur son service pendant quelques jours. Exactement. Donc on voit que c'est des techniques aussi de négociation entre ces groupes-là. Mais bon, pour le moment, les abonnés à Free sont privés des 3 chaînes. Ils peuvent les regarder sur d'autres... C'est eux qui, évidemment, subissent en fait cet impact. Ils n'ont plus les chaînes du groupe Altis, donc BFM TV, BFM Business, RMC Story et RMC Découverte aussi. On peut continuer à les regarder sur Molotov, par exemple, ou directement sur les sites. Mais sur sa télé, on n'a plus ces chaînes-là. Donc maintenant, à voir si les 3 groupes, Altis, Iliad, Orange, arrivent à trouver des accords entre eux pour continuer pour Orange la diffusion des chaînes et reprendre la diffusion pour Free.
C'est compliqué comme sujet, bien évidemment. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que le marché de la télévision évolue aujourd'hui. Il faut savoir que la TNT, même si c'est une source de diffusion importante, n'est plus majoritaire en France. La plupart d'entre vous regardez la télé par des box opérateurs, alors d'SFR, d'Orange, de Free, de Bouygues. Et donc, effectivement, les fournisseurs de programmes essaient de négocier avec les opérateurs télécoms de l'argent. Voilà, c'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays et c'est tout à fait légitime. On peut l'imaginer que les fournisseurs de programmes le fassent aussi en France. Le seul problème, c'est que les opérateurs télécoms ne veulent pas mettre la main à la poche. Tu as payé pour ça, donc pourquoi il le ferait maintenant ? Ça devient compliqué, d'autant qu'il y a le programme, le flux, on va dire, en direct, et puis après, il y a tous les services associés. Les services associés, vous savez, c'est le replay, en fait, que vous avez sur vos box, qui est un service à valeur ajoutée, et donc que les opérateurs, en général, facturent. Voilà. C'est un peu compliqué, tout ça. On enchaîne avec Google et les services de covoiturage et de vélo partagé qui arrivent dans les itinéraires de Google. Tout à fait. Jusqu'à présent, donc, on avait les trajets à pied, à vélo, on avait les trajets en voiture, évidemment. Mais là, ça y est, Google va intégrer le covoiturage et puis les services partagés de vélo. Donc, à Paris, ça va être, par exemple, Vélib ou d'autres services dans d'autres villes françaises. Donc, c'est intéressant parce qu'en plus, il va y avoir des combinaisons entre tous ces services. C'est-à-dire que ça va être, vous allez devoir marcher, par exemple, jusqu'à la station de métro, faire quelques stations en métro, et puis ensuite, au lieu de continuer à faire un changement, prendre une autre ligne, vous pouvez prendre un vélo partagé parce que ça ira plus vite. Donc à chaque fois, on aura le choix sur les temps de trajet, sur les coûts également, combien ça reviendra par rapport à un transport public, par exemple. Et c'est en fait une sorte de concurrence à Citymapper. Vous connaissez tous l'application Citymapper, qui est hyper bien fichue. Voilà, avec vraiment dedans on a comme là également les services de partage de voitures, les services de chauffeurs, etc. Et donc c'est quand même assez intéressant de voir que Google s'intéresse à ça. On voit aussi que la SNCF avait lancé un service équivalent avant l'été qui lui aussi met en commun tous ces services de transport pour faciliter le transport et justement essayer de détourner les gens un petit peu de la voiture et leur montrer qu'il y a d'autres moyens de se transporter en ville. Voilà, Google est sur tous les fronts, c'est pas terminé. Non, c'est clair. Tiens, alors est-ce que ça serait pas en fait l'anti-Google, le Fairphone 3 ? Ce sera le dernier titre d'actualité de ce de quoi je me mail. Peut-être connaissez-vous ce concept de Fairphone. Ce sont des téléphones, on va dire, un peu éco-responsables, que l'on peut démonter, réparer facilement, moduler. Eh bien, la version 3 de ce téléphone, qui est toujours, on va dire, un petit peu confidentielle, on va pas se voir la face, c'est pas quelque chose qui se vend énormément. Eh bien voilà, le Fairphone 3 arrive. Oui, tout à fait. C'est donc lancé par la société néerlandaise qui conçoit ce téléphone. Ils l'ont présenté cette semaine et c'est vraiment intéressant parce que c'est un téléphone à la fois qui est éco-responsable, en partie en tout cas, qui est éthique et qui est modulaire. C'est-à-dire que, en gros, les composants sont dans 7 modules différents. Donc, par exemple, l'appareil photo, la batterie également est amovible. Donc, si un composant tombe en panne, on peut enlever facilement le module et le remplacer. Donc là, on n'a pas pas jeter son téléphone quand même, personne ne fait ça maintenant, mais en tout cas s'en débarrasser. Quand on voit que par exemple pour démonter un iPhone ou un Samsung, c'est quasi impossible pour le Kidam. On est obligé de passer par le constructeur. Et là on pourrait enlever très facilement les modules. Des vis directement, c'est vraiment très facile à faire. Donc la batterie également, si votre batterie commence à être un petit peu fatiguée, on peut l'enlever sans problème, pas besoin de passer par le constructeur. Les plastiques et le cuivre sont recyclés. L'étain, le tungstène, eux, proviennent de sources responsables, donc dans des zones où il n'y a aucun conflit, par exemple. Et puis alors après, techniquement, c'est vraiment un téléphone milieu de gamme, c'est-à-dire que c'est un écran Full HD de 5,7 pouces, processeur Snapdragon 632, capteur de 12 mégapixels, batterie de 3000 mAh, et qui est vendu 450 €. Donc c'est un peu plus cher que ce genre de configuration, mais si vraiment... Mais on paye en fait l'ingénierie et la modularité de ce téléphone. Les sources qui sont peut-être un peu plus chères parce que c'est du recyclé, c'est des sources responsables. Et si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, au lieu d'acheter un téléphone milieu de gamme qui peut être un peu moins cher, mais vous pouvez peut-être mettre un peu plus cher, le garder un peu plus longtemps. Et par exemple, Fairphone estime que garder un peu plus longtemps son Fairphone 3, ça va réduire les émissions de CO2 d'environ 30% sur la durée de vie
l'énergie du téléphone. Pas mal. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous sont chers, vous pouvez vraiment vous tourner. Ça va être vendu en ligne à partir de cette semaine sur le site de Fairphone, aussi chez Orange qui est partenaire, et à partir de septembre dans les boutiques Orange à 450 €. Voilà, après, il faut voir si on ne fait pas trop de sacrifices technologiques en ayant Évidemment, ce type de j'avais téléphone. testé le Fairphone 2 qui était un petit peu difficile. En termes de design, notamment, en termes de robustesse. C'est vraiment, il y a des concessions à faire pour avoir un téléphone un peu plus éthique et écologique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Zanqui, journaliste à 01net.com. Cette première partie de Quoi je me mêle est terminée. Vous restez avec nous. On va s'intéresser maintenant à l'une des grosses sorties de cette rentrée. Alors, il y en a d'autres qui vont arriver, notamment les nouveaux iPhones qui sont prévus là dans les jours qui viennent, et pas mal d'autres surprises aussi. Mais là, l'actualité en cette fin d'été, c'est le Galaxy Note 10. Vous allez tout savoir sur le nouveau smartphone premium de Samsung avec mon invité Guillaume Berlemont dans un instant. Merci de nous suivre à la fois en audio sur rmc.fr et la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.